Regardez attentivement l'aéronef que vous voyez à l'écran. Un objet noir mat, sans grande marque visible, à l'allure robuste. Une forme presque triangulaire. Ça a l'air simple, ça ressemble à un prototype bon marché, presque inoffensif. Mais ce que vous voyez là, c'est l'une des armes les plus dévastatrices construites pendant cette guerre. Et elle attaquait le territoire russe dans un silence absolu depuis 3 ans. Maintenant, regardez cet autre homme. Il s'appelle Sergueï Choïgou. Aujourd'hui, il est le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, l'un des postes les plus élevés du gouvernement russe. Mais ce qu'il faut savoir sur lui, c'est ce qu'il était avant. Jusqu'il y a 2 ans, Sergueï Choïgou a été ministre de la Défense de la Russie pendant 12 années consécutives. C'est lui qui a supervisé l'invasion de l'Ukraine en 2001 et... c'est lui qui a autorisé les bombardements systématiques contre les centrales électriques ukrainiennes pendant chaque hiver de la guerre. C'est ce même homme qui fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Et c'est cet homme qui, en ce moment même, dit publiquement quelque chose qui aurait été impensable il y a 5 ans. Está acusando países. L'OTAN, en particulier la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'être des complices déclarés de l'agression contre la Russie, en permettant à des drones ukrainiens de traverser leur espace aérien pour attaquer le territoire russe. Il a dit cela récemment. Et il l'a dit parce qu'il n'arrive plus à expliquer autrement ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Des raffineries prennent feu à 1500 km de la frontière. Les exportations de pétrole chutent de 43% en une seule semaine. 1 milliard de dollars de recettes perdues en 7 jours. Et la défense aérienne russe, l'une des plus coûteuses et complexes de la planète, n'arrive tout simplement pas à arrêter ce qui vient du ciel. Mais Choïgou a tort. Ce n'est pas l'OTAN qui fait cela. Et la vérité, quand vous la découvrirez, sera bien plus inconfortable pour le Kremlin. Do que qualquer teoria. Parce que ce qui est en train de détruire la Russie de l'intérieur a été entièrement construit sur le territoire ukrainien, en silence, pendant que le monde détournait le regard. Cette semaine, l'Ukraine a fait quelque chose d'étrange. Elle a invité des diplomates étrangers dans une salle discrète de sa capitale et leur a montré une arme dont personne ne savait qu'elle existait. Elle a placé une petite plaque à côté, a retiré la couverture et ce n'est qu'alors, après 3 ans, qu'elle a admis que cette arme attaquait déjà la Russie depuis 2023. 3 ans de combat, 3 ans dans un silence absolu. 3 ans de silence, des centaines de missions, peut-être des milliers, sans qu'aucun pays au monde, même la cible, ne sache de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qu'est cette arme, pourquoi l'Ukraine l'a cachée pendant si longtemps, et pourquoi elle la révèle maintenant. C'est peut-être le coup stratégique le plus calculé que l'Ukraine ait fait dans cette guerre. Revenons dans la salle où tout a été révélé. Le 14 avril 2026. Dans une salle du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, des diplomates de dizaines de pays ont été invités à marcher parmi des armes fabriquées par l'industrie de défense ukrainienne. Il y avait des missiles à longue portée, couronnant des drones navals, un système pour intercepter les Shaheds, les drones iraniens les plus utilisés par la Russie. Il y avait même de l'équipement de guerre électronique. Et au milieu de ce couloir d'armes, sur un simple support, se trouvait cet aéronef que vous avez vu au début de la vidéo, avec une petite plaque à côté. Son nom était Sichem en ukrainien, cela signifie janvier. Les spécifications qui figuraient sur la petite plaque à côté ont laissé les diplomates sans voix. Portée de 1400 km, précision de 20 mètres sur la cible, ogive modulaire de 40 kg, c'est-à-dire qui peut être changée selon la mission. Regardez, vitesse de 200 km/h, plafond de vol de 1500 mètres, temps de préparation au lancement, moins de 15 minutes. Et peut-être la donnée la plus importante,
Le drone est conçu pour opérer dans des environnements de guerre électronique active, ce qui signifie qu'il continue de voler et d'atteindre des cibles, même lorsque l'ennemi essaie de brouiller les signaux de navigation. Et pour vous donner une idée de ce que représente cette portée, 1400 km, c'est plus que la distance d'un trajet en voiture d'une journée entière sur la route. Imaginez une arme partant d'une ville, voyageant pendant des heures au-dessus du territoire ennemi et frappant une cible de la taille d'une petite maison dans un autre pays, et en faisant cela à partir d'un pick-up, avec moins de 15 minutes de préparation, tout en résistant aux tentatives de brouillage du signal. C'est le Sichen, et ce n'est que le début de l'histoire. Il y a un détail, sur toutes les plaques, à côté des armes, le nom de l'entreprise fabricante était inscrit. Une seule n'était pas dans ce cas, exactement. Celle du Sichen. 3 ans après que l'arme ait été utilisée au combat, l'Ukraine n'a toujours pas révélé quelle entreprise la fabrique, combien coûte chaque unité, ni combien ont déjà été construites. Ce silence est délibéré. C'est une protection contre les sanctions qui pourraient toucher la chaîne d'approvisionnement. Et c'est aussi une protection contre l'ennemi lui-même, qui sait que s'il découvre l'usine, il pourra essayer de la détruire avec des missiles. Mais les spécifications techniques ne sont que la moitié de l'histoire. L'autre moitié réside dans le nom. Parce que le nom est presque une déclaration de guerre en soi. Janvier, en Ukraine, n'est pas seulement un mois. Depuis le début de l'invasion, janvier est devenu le mois où la Russie intensifie le plus ses bombardements. Et ce ne sont pas des bombardements contre des soldats, ce sont des bombardements contre des centrales électriques, des stations de chauffage, des réseaux électriques, des hôpitaux. L'objectif est simple et brutal, couper le chauffage en plein hiver et faire mourir les civils de froid dans leur propre maison. Femmes, personnes âgées, enfants, c'est une stratégie délibérée pour tuer par hypothermie. Janvier, en Ukraine, est le mois de la souffrance. Ainsi, lorsque les ingénieurs ukrainiens ont terminé de développer une arme capable de voler 1400 km à l'intérieur de la Russie, ils n'ont pas choisi un nom au hasard. Ils l'ont baptisé Janvier. Ce n'était pas une coïncidence, c'était du langage. C'était un message culturel. Enregistré. Du code d'identification de l'arme. Chaque fois qu'un Sichin quitte un lanceur ukrainien et entre dans l'espace aérien russe, il porte en son nom même le sens d'une vengeance au nom des civils que la Russie a tués par le froid. Maintenant que vous avez compris le nom, vient la question la plus troublante de toutes. Qu'a exactement fait cette arme pendant les 3 années où elle est restée cachée? La réponse, eh bien, elle a commencé à apparaître ces dernières semaines. Rien qu'au mois de mars 2026, l'Ukraine a lancé plus de 7000 drones longue portée contre le territoire russe. Certains d'entre eux ont parcouru plus de 1500 km à l'intérieur de la Russie avant d'atteindre leur cible. Et c'est ici que l'histoire commence à devenir absurde. Pour la première fois depuis le début de la guerre, c'est la première fois que l'Ukraine a lancé plus de drones longue portée contre la Russie que la Russie n'en a lancé contre l'Ukraine. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Le pays, envahi, bombardé quotidiennement, avec des villes détruites et des millions de réfugiés, envoie plus d'explosifs à longue distance que la 3e plus grande puissance militaire du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une arme, il s'agit d'un renversement historique, et les dégâts se sont reflétés dans les chiffres économiques. Des raffineries ont été touchées à Kstov, à Saratov, à Oust-Louga, à Primorsk, à Novorossiysk. Des points névralgiques du système d'exportation de pétrole russe. La capacité de raffinage de la Russie a chuté de 17%, soit l'équivalent de plus d'1 million de barils par jour qui ne sont plus traités. Les exportations de pétrole, qui sont le principal moteur de l'économie de guerre russe, ont chuté de 43% en une seule semaine. La perte de revenus en 7 jours a dépassé $1 milliard. Et à la mi-mars, il s'est produit quelque chose qui, pour le Kremlin, équivaut presque à une reddition publique. Sergueï Tchoïgou lui-même, le même homme qui a signé les ordres d'invasion de l'Ukraine en 2022, le même homme qui a autorisé les campagnes de bombardement hivernales,
qui ont donné leur nom aux drones. Sitchin a-t-il admis à haute voix une phrase qui aurait été impensable auparavant. Il a dit qu'aucune région de la Russie n'est à l'abri des attaques ukrainiennes. Faites attention à cette ironie. L'homme des bombardements de janvier admettait qu'il n'arrivait plus à arrêter une arme appelée janvier. Mais l'aveu ne s'est pas arrêté là. La moitié des systèmes Pantsir de la Russie, ces canons de défense aérienne qui coûtent chacun plus de 15 millions de dollars, ont déjà été détruits par des opérations ukrainiennes. La Russie est littéralement en train de manquer de moyens pour défendre son propre territoire. Et un général russe à la retraite, aujourd'hui député, nommé Andrei Gourouliov, a résumé la situation en une phrase que le Kremlin aurait certainement préféré ne pas entendre. La Russie est trop vaste. Les forces blés sont trop dispersées. Il est impossible de créer un bouclier de protection continue. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que le pays est trop grand pour être défendu. Et Sitchin a été l'une des armes silencieuses derrière tout cela. Et voici la question qui vous est peut-être venue à l'esprit. Si cela a si bien fonctionné en silence, pourquoi le révéler maintenant ? La réponse, c'est que révéler Sitchin maintenant ne relevait pas de la vanité. C'était un coup calculé, avec 3 destinataires différents, pensés pour envoyer 3 messages en même temps. Le premier message était destiné à l'Europe. Exactement un jour après que Sitchin soit apparu en public, l'Ukraine a signé à Berlin un accord de défense de 4 milliards d'euros avec l'Allemagne. 3 milliards 200 millions pour les missiles patriotes et les lanceurs de défense aérienne. Production conjointe de 5000 drones de moyenne portée dotés d'intelligence artificielle. Et peut-être le point le plus important pour notre histoire, 300 millions d'euros spécifiquement destinés aux capacités ukrainiennes de frappe en profondeur. C'est-à-dire des armes capables d'atteindre des cibles bien loin de la ligne de front, au cœur du territoire ennemi. Exactement la catégorie dans laquelle Sitchin est inclus. Montrer un drone avec 3 ans de combat avérés, un jour avant de conclure un contrat d'une telle ampleur, c'est montrer que le produit est mature, pas en phase de test. C'est une vitrine faite pour les investisseurs, pas pour les touristes. Le deuxième message était destiné à Moscou. Et celle-ci est peut-être la plus troublante. Réfléchissez-y. Si Sitchin était resté caché pendant 3 ans tout en attaquant le territoire russe, combien d'autres armes sont encore dissimulées dans l'arsenal ukrainien ? La Russie doit maintenant supposer, à chaque interception, que le drone qui approche peut être n'importe quoi. Cela oblige la planification défensive à se fonder sur le pire scénario possible. Chaque décision, chaque dépense, chaque système doit prendre en compte des menaces que les renseignements russes ne savent même pas nommer. Et le troisième message était destiné à Washington. Pendant que les États-Unis redirigent leur stock de missiles patriotes vers le Moyen-Orient à cause du conflit avec l'Iran, l'Ukraine envoie un message silencieux. Nous n'attendons pas. Nous devenons autonomes. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a déclaré qu'aujourd'hui, 95% des attaques à longue distance sont menées avec des armes fabriquées en Ukraine. Plus de 400 000 personnes travaillant dans le secteur de la défense du pays. Plus de la moitié des armes utilisées sur la ligne de front sont produites en Ukraine même. Pour la Maison Blanche, le message est clair. Si vous ne pouvez pas continuer, nous continuerons. 3 messages, 3 destinataires, une seule exposition, et chacun d'eux a sa propre valeur. Des millions de dollars en valeur géopolitique. Rarement dans l'histoire, un petit pays a fait autant avec si peu. Maintenant, nous arrivons au point qui est peut-être le plus important de toute cette histoire. Parce que le Sitchin, aussi impressionnant soit-il, est loin d'être l'arme la plus puissante de l'arsenal ukrainien. C'est une pièce, un rouage dans l'écosystème que le monde essaie encore de comprendre. Il existe par exemple une arme appelée Flamingo. C'est un missile ukrainien à longue portée lancé depuis le sol. Avec une portée de 3000 km, il double la portée du Sitchin. Et sa ogive dépasse les 1000 kg.
Autrement dit, il transporte 25 fois plus d'explosifs que le Sichen. Il y a aussi le Liuti, un drone qui se jette sur la cible avec une portée de 2000 km et qui a déjà été responsable d'attaques contre des villes russes aussi éloignées que Kazan et Samara. Il y a le FP1 qui est fabriqué avec 90% de composants produits en Ukraine. Autrement dit, presque rien ne dépend de l'importation. Il y a le Morok, le Bars, l'Aubry, le Huta, le Neptune. Toute une famille d'armes, chacune avec un profil différent. Chacune couvre une zone spécifique de la carte des menaces. Et tout cela a été construit en 3 ans. Dans un pays où des villes sont bombardées tous les jours, où des centrales électriques sont détruites, avec des millions de personnes réfugiées, une économie en ruine et des soldats mourant au front. En 3 ans, un pays en guerre totale a industrialisé l'un des arsenaux d'attaque en profondeur les plus diversifiés au monde. Et Sichen n'était qu'une pièce cachée de tout cela. Et il y a une ironie brutale dans tout cela. Au début de l'invasion, en 2022, les services de renseignement russes ont estimé que l'Ukraine tomberait en 3 jours. Au lieu de cela, le néo-Kremlin a fini par donner à l'Ukraine exactement ce dont elle avait besoin pour construire tout cela. Du temps, de la motivation, l'accès à la technologie occidentale et une raison existentielle de ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. Pendant ce temps, dans des entrepôts industriels disséminés à travers l'Ukraine, à des adresses que personne ne peut connaître, des ingénieurs dont personne n'entendra jamais les noms. Ils concevaient le Sichen en silence, dessinant des ogives modulaires, des moteurs à piston, des systèmes de navigation résistants à la guerre électronique, tandis que le pays lui-même était bombardé la nuit. Poutine n'a pas perdu la guerre faute de forces armées. Il a perdu l'avantage stratégique à cause d'un mauvais calcul sur la durée pendant laquelle un peuple peut supporter de se battre. Et c'est cela qui nous amène à la conclusion que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Prends une grande inspiration, parce que ce qui vient maintenant va changer complètement notre compréhension de toute cette guerre. Il y a 3 ans, si quelqu'un avait dit à un général américain, russe, français ou chinois que c'était possible, qu'un pays de taille moyenne, sous des bombardements constants, sans l'infrastructure d'une superpuissance, puisse secrètement construire un programme complet d'attaque en profondeur, avec plusieurs armes opérant pendant des années, sans que l'ennemi ne le sache, ce général aurait ri. Il aurait dit que c'était impossible, que cela nécessitait des décennies, des budgets énormes, des laboratoires protégés, des chaînes logistiques complexes. Que c'était l'affaire des États-Unis, de la Russie, de la Chine, pas d'un pays envahi. L'Ukraine vient de prouver qu'ils avaient tous tort, et cela change le manuel de la guerre pour la prochaine décennie. Parce que si l'Ukraine a réussi à faire cela, n'importe quel pays moyen, avec la bonne doctrine, la volonté politique, l'ingénierie locale et du soutien, peut désormais, en théorie, faire la même chose. Et ici, l'histoire referme une boucle que même le meilleur des scénaristes n'aurait pas pu écrire. Parce qu'il y a une symétrie tragique dans le fait que ce soit justement Sergueï Tchoïgou qui aujourd'hui fait ses déclarations en public. L'homme qui a dirigé l'armée russe pendant 12 ans. L'homme qui, en 2022, a promis de prendre la capitale ukrainienne en 3 jours. L'homme qui a ordonné chaque campagne d'hiver contre les centrales ukrainiennes. C'est lui, aujourd'hui, sur un ton presque plaintif, accusant 4 pays de l'OTAN d'être complices de l'agression contre la Russie. L'architecte de l'invasion est devenu le porte-parole de l'impuissance. L'homme qui a provoqué les hivers est devenu l'homme qui se plaint d'une arme appelée janvier. Il n'existe peut-être pas d'image plus claire de la façon dont toute cette guerre a changé que celle-ci. Pour la Russie, la conséquence est brutale. Pendant 70 ans depuis le début de la guerre froide, il existait quelque chose qu'on appelait le monopole de la peur. La menace stratégique émanait de Moscou et se propageait vers l'extérieur. C'étaient les Russes qui menaçaient de leurs voisins, jamais l'inverse. Maintenant, pour la première fois depuis des générations, la menace stratégique vient d'un voisin plus petit, plus pauvre.
Elle se manifeste sous la forme d'une raffinerie en flammes. Elle se manifeste par une baisse des exportations. Elle arrive sous forme d'essaim. Elle arrive sous la forme d'une arme portant le nom d'un mois d'hiver. Elle arrive tous les jours. Et elle arrive en silence. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe dans cette guerre d'une manière que les médias traditionnels n'expliquent pas, fais-moi une faveur simple. Partage-la avec quelqu'un qui aime aussi vraiment comprendre la géopolitique et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a encore beaucoup d'histoires à raconter. À la prochaine!